Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les premières stations spatiales en orbite basse terrestre. Nous sommes dans les années 70, alors que les États-Unis enchaînent les missions les unes après les autres dans le programme Apollo. Les soviétiques, eux, se relèvent de l'échec cuisant du programme N1, qui est le programme lunaire soviétique qui n'a pas du tout réussi à concurrencer et à faire face au programme Apollo américain. Les soviétiques décident de se détourner de la Lune pour se concentrer sur l'orbite basse terrestre et à la consécration de petites stations spatiales pouvant être mises en orbite basse terrestre, capables d'accueillir 2 cosmonautes et ainsi pouvoir faire des séjours de longue durée, même si on n'est pas tout à fait au séjour et à l'occupation permanente de l'ISS aujourd'hui. Lors du développement du programme des petites stations spatiales en orbite basse terrestre, en effet, le programme était censé être militaire, sous l'appellation ALMAS, et était destiné à l'observation du territoire et du sol américain, et aussi également à l'étude de nouvelles technologies et à pouvoir héberger 2 cosmonautes pendant un séjour de longue durée. Mais cependant, le programme va en effet petit à petit quitter le monde militaire pour s'orienter vers le civil. Et en réalité, les stations vont petit à petit également évoluer et même changer de nom pour passer de ALMAS à Salyut. Et c'est ainsi que le programme va en effet commencer le 21 juillet 1971 avec le lancement de Salyut 1. Mais avec ce premier lancement, la station est quand même un échec complet. La station a énormément de problèmes et l'équipage qui est censé y héberger à l'intérieur de la station a du mal à s'amarrer et ne peut même pas entrer dans la station et sont obligés de rentrer sur Terre bredouille. Cependant, le problème en effet va être réglé puisque lors de l'équipage de Soyuz 11, donc le deuxième équipage qui vient après le premier, et cette fois-ci ils vont réussir à s'y amarrer et ils vont même réussir à y passer un séjour à l'intérieur. Mais cependant, là aussi c'est encore un échec, car en effet, le Soyuz qui va en effet rentrer sur Terre a en effet un petit défaut, et en effet il y a un petit trou qui laisse s'échapper de l'air. Lors de la rentrée atmosphérique, la capsule se dépressurise, alors que les astronautes ne s'en rendent même pas compte et meurent littéralement d'asphyxie. Et lorsque les secours arrivent et ainsi que tous les équipages, les militaires viennent récupérer la capsule, les astronautes sont déjà morts et c'est déjà trop tard. Ainsi, à l'avenir, les astronautes vont en effet devoir porter des combinaisons Sokol, toujours utilisées dans les vols de Soyuz aujourd'hui, et en effet, cela permet en effet de garder les astronautes en bon état et aussi également qu'ils puissent respirer de l'air sans pour autant qu'ils meurent d'asphyxie juste parce que la capsule s'est dépressurisée. Il faut savoir qu'avant, ils ne portaient pas de combinaison. Cette fois-ci, les astronautes sont dans leur cocon et sont totalement tranquilles et ainsi ne peuvent plus se soucier de ce problème. Après l'échec cuisant de Salyut 1 est lancé Salyut 2 le 4 avril 1973. La station Salyut 2 est en réalité cachée sous l'appellation ALMAS, donc c'est une station spatiale Salyut mais de type ALMAS, donc de type militaire. Et ainsi cette station ne va pas tellement marcher puisqu'en réalité la station est en effet dépourvue d'alimentation avant même d'être mise en orbite, car en effet les panneaux solaires qui sont censés alimenter la station sont en effet détruits à cause du 3e étage de la fusée qui est censé la mettre en orbite, explose et arrache les panneaux solaires, transformant la station en un point mort, ce qui fait qu'elle est totalement inopérationnelle, et ainsi retombe quelques mois après sur Terre. Après Salyut 2, on lance Salyut 3, qui est en effet une station de type ALMAS comme pour Salyut 2, et cette station est en effet la première de la liste à être réellement fonctionnelle et opérationnelle. Et ainsi, plusieurs améliorations vont être apportées pour ainsi faire en sorte que la station fonctionne correctement par rapport aux 2 versions précédentes. Les choses vont en effet commencer à devenir sérieuses avec Salyut 4, lancé le 26 décembre 1974. À bord va en effet être réalisé un séjour de très longue durée, puisque contrairement à Salyut 3, là où on était à
2 semaines pour l'équipage qui ont séjourné à l'intérieur, on est là à un séjour de 2 mois pour un équipage dans Salyut 4. Et en effet, à bord vont en effet être réalisées des expériences un peu plus poussées, mais aussi également aux observations de la Terre. Après Salyut 4 vient Salyut 5, le 22 juin 1975. La station, elle, est aussi sous appellation Almaz, donc de type militaire, et cette station, en effet, n'a pas vraiment d'amélioration globale par rapport à Salyut 4, et en effet, cependant, même s'il n'y aura pas de grosses avancées technologiques, on aura droit également à un séjour de 67 jours à l'intérieur de Salyut 5. Ce qui est complètement énorme et démentiel. Mais cependant, la grosse révolution qu'attendent les Russes du côté des stations spatiales civiles et militaires, c'est avec Salyut 6 qui est la prochaine station. La grosse révolution et les grosses nouveautés vont en effet, comme je vous ai dit avant, arriver avec Salyut 6. Il y a 2 nouvelles avancées qui sont arrivées, 2 nouvelles choses qui vont en effet complètement changer la station. Déjà, la première chose, c'est qu'il y a un 2e port d'amarrage derrière la station spatiale Salyut 6. Et ça change tout, puisque en réalité, avant, il n'y avait qu'un seul port sur les stations spatiales Salyut. Ce qui faisait que si un 2e équipage devait en effet rejoindre la station spatiale, et bien en effet, le premier équipage devait d'abord quitter la station, revenir sur Terre, et ensuite le 2e équipage pouvait y aller. Alors que là, il suffit directement avec ce 2e port d'amarrage, le premier équipage monte, fait en effet ses petites sessions, ses expériences, etc. Ensuite, le 2e équipage vient s'amarrer sur le 2e port d'amarrage, et ainsi, le premier équipage quitte la station, et ainsi le 2e équipage peut prendre place dans la station, sans pour autant attendre que le premier équipage retourne sur Terre. Avec ce 2e port d'amarrage, est arrivé aussi également un nouveau cargo, le Progress, qui est toujours en activité aujourd'hui et qui sert à ravitailler la station spatiale internationale encore aujourd'hui. Et du coup, grâce à ce 2e port d'amarrage et à ce cargo, la station a pu en effet tenir au moins 2 ans avec 4 équipages qui se sont succédés. Et ainsi également, on doit également à une petite nouveauté du côté de l'équipage, puisque avant, les équipages étaient entièrement constitués de cosmonautes venant de l'ex-URSS. Mais en réalité, petit à petit, les soviétiques vont en effet autoriser à intégrer des Polonais, mais aussi également à des Allemands du bloc de l'Est, pour ainsi monter dans les Soyouz et ainsi rejoindre la station spatiale Salyut. Mais en réalité, on est encore très loin de pouvoir en effet accueillir des spationautes ou des astronautes du bloc de l'Ouest. Mais ça viendra après. Avec Salyut 7, il n'y a quasiment aucune, voire presque aucune innovation au niveau technologique. Je vous mets en effet une photo de Salyut 6 ici, et je vous mets une photo de Salyut 7 ici. En effet, il n'y a quasiment aucune différence au niveau esthétique. C'est la même chose. En revanche, ce qui n'est pas du tout la même chose, c'est en effet, comme je vous ai dit, les équipages, les expériences, mais aussi également les technologies qui sont proposées dans les 2 stations. En réalité, à Salyut 7, on va avoir droit à un Français, Jean-Luc Chrétien, qui en effet le premier Français à voler dans l'espace. Cette rencontre et en effet cette arrivée de Jean-Luc Chrétien, qui est en effet un Français, du coup du bloc de l'Ouest, va en effet créer un rapprochement entre l'URSS et les États-Unis et marquer petit à petit la fin de la guerre froide. Le vol de ce premier Français dans l'espace marque en effet le début de la coopération entre l'URSS et les États-Unis. Et de cette manière, petit à petit, ces 2 pays vont en effet se rapprocher, même si l'URSS, elle, ne survivra pas aux multiples révolutions au sein du pays, avec la Russie qui s'est séparée en effet de toutes ces provinces, en effet, va quand même continuer à collaborer avec les États-Unis pour ainsi aboutir à la future station spatiale internationale. Mais Salyut 7 marque également la fin du programme Salyut. Alors que Salyut 7 commence petit à petit à se faire vieille et en effet
a commencé à être petit à petit à être délaissée du programme, va venir une station encore beaucoup plus ambitieuse qui va hériter de toutes les technologies et ainsi de toutes les connaissances acquises grâce aux stations Salyut, la station spatiale Mir, qui n'est plus une boîte de conserve mais qui est tout simplement un regroupement de boîtes de conserve. En clair, ce que je veux dire, c'est que Mir va en effet être la réunion entre toutes les technologies des stations spatiales Salyut, mais aussi ce sera une station qui sera assemblée sur Terre comme dans l'espace, là où les stations spatiales Salyut se sont construites sur Terre et sont envoyées dans l'espace, et ce sont uniquement qu'un seul gros bloc, alors que Mir, c'est plusieurs petits blocs qui seront assemblés bout par bout et qui formeront la station spatiale Mir. En effet, l'ISS est ainsi l'héritage de Mir, des stations Salyut et également de Skylab. Ça se remarque surtout si on regarde le module Zvezda. En réalité, il n'a rien de particulier, c'est un module russe comme un autre. Mais si on regarde un peu l'architecture et déjà le design du module, il ressemble énormément au Mir Corp module, qui est en effet le module central de la station spatiale Mir, qui lui-même est en effet l'héritage des stations spatiales Salyut. Merci d'avoir en effet regardé cette vidéo du début à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire et un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas aussi à dire si la vidéo a été bonne ou mauvaise. Et je tiens aussi également à vous remercier à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur cette chaîne, puisque maintenant on est 200 sur cette chaîne. Et en effet, c'est juste un truc de gros malade. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de gens qui se sont abonnés, beaucoup de gens qui ont écrit des commentaires, etc. Vraiment, je suis vraiment très content que ça vous plaise, en effet, de tout ça. Je le redis, même si, en effet, ça fait au moins la troisième fois que je redis merci beaucoup, etc. Mais vraiment, c'est juste un truc de gros malade. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Et j'espère que vous me soutiendrez du début jusqu'à encore très lointain. Et comme pour la prochaine vidéo, Dieu sait quand elle sortira. Et n'oubliez pas, rien ne s'opère, rien ne se crée, mais tout se transforme.